Bonjour mes petits poulets. J'espère que vous avez répété, vous êtes prêts? Parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Agathe. Vous connaissez pas Agathe? C'est pas grave. On chante quand même. Joyeux anniversaire Agathe. Joyeux anniversaire Agathe. Joyeux anniversaire Agathe. Joyeux anniversaire. Agathe est une super amie. Coucou! Je ne sais pas exactement son âge, si ce n'est qu'elle est plus jeune que moi. Je pousse la fumée qui m'envahit. Et donc, pour vous, elle a entre 20 ans et 135 ans. Voilà. Donc, une fois qu'on a chanté l'anniversaire d'Agathe, je peux vous souhaiter un bon mois de février. Oui, encore les stickers de Marianne So. J'aime bien ce fauteuil avec ce plaid cocooning, et puis dehors il fait froid, et puis on a une pile de livres qui nous attend. C'est un peu l'image du bonheur, n'est-ce pas? Pour le mois de février, j'ai décoré mon carnet. Toujours des petits stickers de lecture. Oui, du ski, si vous allez au ski. Moi, je vais aller à la neige, comme on dit, pour les vacances de février, mais dans le Jura. Donc, ça sera plutôt luge, ski de fond. Écharpe, petit abri pour les oiseaux. La maison enneigée. Voilà, c'est fait. Bon petit mois de février. Vous savez que c'est le plus petit mois de l'année. Il n'y a pas 31 jours, il n'y en a pas 30. Et donc, si ça vous intéresse, Audrey, de la chaîne Le Souffle des mots sur Instagram et YouTube, chaque année en février, organise un challenge littéraire Petit mois, petite lecture. Donc, vous sortez les livres les plus petits de votre page. Donc, je sais pas moi, 60 pages, 100 pages, etc. Et vous les lisez. Voilà, petit mois, petite lecture. Commençons les gazouillis tout de suite. Igor a le blues. Ça va pas pour Igor. Igor, c'est un loup. C'est de Geoffroy de Pénard aux éditions Kaléidoscope. Et Geoffroy de Pénard, il adore son loup Igor. Il dessine souvent des histoires de loups, de chaperons rouges, revisitées à la sauce humoristique. Et donc notre Igor, ça va pas. Il a pas le mood. Il en a marre. Parce que personne ne le respecte. Déjà, les trois petits cochons lui proposent une partie de belote. Lui, le grand méchant loup. Madame Broutchou la chèvre lui fait plier les draps. Lui, le grand méchant loup. Mère grande du petit chaperon rouge lui dit de dégager de la route. Elle l'appelle même mon gros toutou. Si c'est pas de l'irrespect. Ah, notre loup un peu plus. Il déprime sauvagement. Ben oui, si sa frayeur n'est plus reconnue, si sa grandeur, sa force flippante n'est pas reconnue, qu'est-ce qu'il va faire, ce grand méchant loup? Alors on essaye de le divertir en famille. Tout le monde vient le voir, toute la famille loup. On danse, on lui lit des histoires sentimentales. La petite danse. Rien n'y fait. Il y a même les petits-neveux, non, ses fils, c'est ça, qui chantent le rock du méchant loup. Alors c'est moi qui ai inventé la musique, hein, pas les paroles sont là. C'est le rock du grand méchant loup, celui qui fait tricoter les genoux. C'est un méchant rock'n'roll qui électrise les guibolles. Allez, petit papa, bouge ton corps et lève-toi. Eh ben ça ne marche pas, Igor ne se bouge pas. Il reste amorphe dans son canapé. Mais bientôt, quelque chose va l'en sortir. Car des concurrents, des loups méchants, ont décidé de souffler la maison des petits cochons. Ces petits cochons, à lui, ça va pas du tout. Igor, il aime pas qu'on lui pique ses petits cochons, sa mission. Or, pendant que les autres nazes soufflent sur la maison, et ben lui, il va y aller franchement. Il pète toutes les briques. J'espère que je ne vous ai pas présenté déjà cet album. C'est pas grave, vous aimez ça, n'est-ce pas? Donc tout le monde dit « Ouais, c'est notre grand méchant loup, on l'aime, on le reconnaît !» Bon, il faudra reconstruire un peu la maison des trois petits cochons. Mais en tout cas, Igor a retrouvé du poil de la bête. Je vous recommande cet album à partir de 2 ans et plus, si affinité. Et regardez, je marche. Michel Van Severen, édition École des loisirs, collection Pastel. Je marche. Oui, c'est l'histoire d'un cheval qui nous raconte sa vie de famille. Regardez, ça c'est mon papa, il est beau, hein? On parle pas du cow-boy, on parle du cheval. Et puis un jour, paf, il a rencontré maman. Et paf, je suis née. Sauf que ce cheval-là, il fait pas comme les autres, il se lève pas, il va pas sur ses 4 pattes. Tous les autres sont fringants, bougent et tout. Lui, il est gentil, mais il se lève pas.
Alors, ça inquiète un peu ses parents, il n'est pas comme les autres. Et un jour, il marche. Oui, enfin, il marche comme un humain. C'est un peu étrange, non? Il marche quand même, hein, mais c'est pas tout à fait la mode chevaline, quoi. Il fait une culbute, il fait plein de trucs, mais cloche-pied même. Ne reproduisez pas cette espèce de mise en scène, vous risqueriez de vous casser la figure. Bon, bah, les parents se disent, bah, il est un peu différent des autres, hein. Et une nuit, il va libérer tout le monde. Il va ouvrir la porte de l'enclos. Et chut, venez, venez. Et là, ils arrivent dans le paradis des chevaux. Imaginez, vous êtes un cheval, le paradis c'est quoi? Des grandes prairies, de la rivière, de l'herbe, la liberté. Et les autres se mettent à faire n'importe quoi tellement ils sont contents. Et tout ça, c'est grâce à qui? Bah, grâce à notre petit poulain, un petit peu différent et talentueux. À lire à partir de 3 ans et plus si affinité. Est-ce que vous faites partie des amis du bois sans mousse? Olivier Desvaux, chez Didier Jeunesse. Déjà, j'aime beaucoup ses dessins à la peinture. Marianne dira en commentaire si c'est pas de la peinture, mais je crois que oui. C'est l'arrivée d'un drôle d'animal en plein automne. Il s'appelle Pim, c'est un panda. Et il voyage. Bah bonjour Pim. Ils disent, moi, si tu veux, tu peux venir rencontrer les amis, nos amis. Et un peu plus tard, bah voilà, Pim qui s'installe dans sa nouvelle communauté. Il raconte sa vie, ses aventures. J'adore toujours les dessins. Et puis, il leur explique qu'il va leur apprendre à faire pousser du riz. Et ben nous aussi, on va savoir comment on fait pousser du riz. Vous savez comment on fait pousser du riz? Oui. Et ben, on va dans un endroit. Et on creuse des terrasses dans la colline, comme ça l'eau arrive, parce qu'il faut beaucoup d'eau pour le riz. On fait des terrasses, et comme ça le riz peut pousser. Mais manque de peau. Attends, c'est... Oui, il a fait froid sur les terrasses. Oui, ça a gelé même. Le lapin met sa tête dans l'eau pour vérifier. Est-ce que le riz va bien en dessous? C'est pas grave. Les amis du bois de mousse feront du patin à glace. J'adore le patinage artistique. D'ailleurs, saviez-vous que vendredi, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques? C'est le soir à la télé à 20h, je crois. Et ensuite, les Jeux Olympiques d'hiver à Milan-Cortina, en Italie. J'adore les Jeux Olympiques d'hiver, parce que quand j'étais petite, j'ai habité Chambéry. Et comme je suis un vieux dinosaure, en 1992, c'était les Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville. Moi, j'étais passionnée, j'avais 10 ans. Et donc, j'étais fan de Surya Bonali en patinage artistique. Je regardais aussi la descente à ski, le bobsleigh. Rappelez-vous Rasta Rocket et l'équipe jamaïcaine. Eh bien, l'équipe de Jamaïque revient cette année, 40 ans après Rasta Rocket, une équipe de Jamaïque en bobsleigh. Bref, il y a beaucoup d'épreuves des Jeux Olympiques d'hiver que j'aime. Et donc, patinage artistique ou autre, j'essaierai de regarder. Et vous, est-ce que vous suivez les Jeux Olympiques? Quelles sont vos disciplines préférées? Vous êtes peut-être Jeux Olympiques d'été, remarque. Le bois sans mousse à lire à partir de 3 ans et plus si affinité. Je vous présentais la dernière fois. Soyez prêtes! Un extrait de la chanson de Scar dans Le Roi Lion, la chanson pour motiver les hyènes. Il leur annonce qu'un jour, un jour béni, il n'y aura plus Mufasa au pouvoir, il y aura Scar. Et les hyènes feront partie de la fête. Soyez prêtes. Ici, nous sommes dans une réécriture du Roi Lion de Sarah Rochon chez Hachette Heroes. J'adore ces réécritures Disney, il y en a plein là. Et si, je vous en ai déjà présenté. Et si Nala devait faire confiance à Scar? C'est la désolation sur la terre des lions. Scar règne en maître. Les hyènes se servent dans les chasses des lionnes. Donc tranquille, quoi, elle pique tout. Et Nala n'a pas confiance en elle. Vous savez, la petite lionne, l'amie de Simba. Déjà, sa mère la surprotège depuis que Mufasa est mort et depuis que Simba a disparu. Nala peut pas faire un pas sans que sa mère s'inquiète de là où elle est, ce qu'elle fait, etc. Bah, c'est pas super pour grandir quand on est une petite lionne comme ça. Et donc Nala, elle a un projet. Elle veut retrouver, aller voir si Simba est pas à Garamba. On lui a dit qu'il serait peut-être là-bas. Et donc elle emmène dans sa fuite, enfin elle n'a pas trop le choix,
Et elle emmène une jeune lionne qui s'appelle Abena, qui lui dit « Si, emmène-moi, emmène-moi ». Mais Abena, vous voyez, c'est la petite lionne qui vous suit partout, qui parle tout le temps, qui fait plein de bruit. Faut partir discrètement, faut pas se faire détecter. Et puis elle, Nala, elle veut pas qu'Abena la freine quand même. Va falloir un peu aller loin, loin, loin dans le royaume. Au-delà de la terre des lions, pour chercher Simba. Mais enfin, c'est quand même sympa d'y aller avec quelqu'un et pas toute seule. Surtout que Nala, elle ose pas trop, mais elle sait pas chasser. Elle y arrive pas, et puis c'est un peu la honte à son âge de lion. Peut-être qu'Abena pourra l'aider. En tout cas, voilà les deux lionnes partant ensemble pour cette mission. Et Scar dans tout ça. Et ben, quand les deux petites lionnes disparaissent, on se dit mince, on va aller les chercher, etc. Scar dit j'y vais. Scar serait doté de bonté naturelle. Non, pas du tout. Vous connaissez Scar depuis le Roi Lion. Il a toujours des trucs en tête. Et s'il aide les lionnes à retrouver les petites, ça peut être bon pour lui. Il sera peut-être mieux vu par les lionnes. Parce que les lionnes ne l'ont pas à la bonne. Ça rime, les lionnes ne l'ont pas à la bonne, réfléchissez. Ça pourrait être un proverbe. Donc Scar va partir aussi à la recherche de Simba et des lionnes. Est-ce que Nala devrait faire confiance à Scar? Dites-moi en commentaire oui ou non. Une bonne lecture détente, une réécriture Disney, que je pourrais te prêter Agathe, que je pourrais te prêter Corinne, etc. etc. Et d'ailleurs, notez, je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça, la voix dans Le Roi Lion, la voix de Scar, c'est la voix de Jean Pia. Il a une voix délicieusement grave. Je crois que Jean Pia n'est plus de ce monde, en tout cas, sa voix était fantastiquement grave et caustique pour notre Scar préféré. Un roman qui se lit très bien à partir de 13 ans et plus. Alors, beaucoup moins détendant, mais néanmoins bouleversant. Nos cœurs invincibles. C'est de Tala Albana et Michel Hamzalak. Aux éditions, c'est Nouvel Obs Flammarion. C'est une nouveauté. Tala est en rouge, Michel est en marron. C'est Dimitri Krier, qui est un journaliste qui a 26 ans, je crois qu'il raconte tout au début son projet, a un projet un peu fou. Il voudrait faire correspondre deux jeunes filles du même âge dans des univers proches et à la fois totalement opposés. Il veut faire correspondre une Palestinienne avec une Israélienne. Que vont-elles se raconter par lettres? Les lettres passeront par lui et lui les transmettra à chaque fois à l'une ou l'autre. Et ces jeunes femmes, c'est Tala, la Palestinienne, Michel, l'Israélienne. Elles ne se connaissent pas, elles ne se rencontreront pas, de ce que je sais, mais elles vont s'écrire quelque temps. Alors le journaliste leur a dit à l'une et à l'autre, il a réussi à les trouver l'une et l'autre soit par des relations, soit par des gens, soit bon bref, soit ils les connaissaient. Il leur explique le projet et il leur dit respect des autres. Voilà. Ouh, j'espère que vous n'entendez pas la perceuse du voisin, nous sommes contents. Et c'est un échange épistolaire bouleversant. Et pour, entre guillemets, peut-elle se connaître un peu plus? Elles vivent si près l'une de l'autre et pourtant elles sont dans des réalités si différentes. J'ai été bouleversée par cet échange de lettres. Petit aparté, j'adore les romans épistolaires par lettres. J'avais lu le journal de Zlata Filipovic, qui avait 10 ans, et moi j'avais 10 ans, quand c'était la guerre en Bosnie, en 92, quelque chose comme ça. Si je calcule bien par rapport à mon année de naissance 1982, plus 10 égale 92. Bref, j'avais lu le journal de Zlata qui racontait son quotidien dans une Bosnie en folie. Ça m'avait beaucoup touchée. À 14 ans environ, j'ai lu le journal d'Anne Frank. d'Anne Frank, que vous connaissez. Et j'avais le même âge qu'Anne Frank, à peu près au moment où elle a été déportée dans les camps, etc. Du coup, ça m'avait bouleversée. Une autre jeune fille que moi, à une autre époque, du même âge, mais qui vivait tellement d'autres choses que moi. Et le côté épistolaire m'avait bien intéressée. Du coup, quand j'ai appris la sortie de ce livre, c'est pas un roman, hein, cette correspondante inédite, j'étais intéressée. D'ailleurs, au début, les deux filles savent pas si elles ont vraiment envie de participer, mais je crois que c'est leur père à chaque fois qui leur dit si, c'est important, ça serait bien qu'ils le fassent. Je vais vous lire une lettre de Tala et une lettre de Michel pour que vous voyez un petit peu ce dont ils retournent. C'est peut-être un peu long, mais bon, vous avez le temps de regarder les gazouillis. Donc, on commence par Tala, la Palestinienne. Der al-Bala, Gaza, Palestine, 11 mars 2024. Récent.
Cher Michel, ton nom est la seule chose que je connais de toi pour l'instant. Moi, je m'appelle Tala. Jamais je n'ai imaginé parler un jour à une Israélienne, encore moins faire ta connaissance alors qu'une guerre est en cours contre mon peuple. Lorsqu'on m'a proposé de t'écrire une lettre, je me suis senti mal sur le moment, effrayée par l'idée de coopérer inconsciemment avec l'ennemi et de trahir les miens. Je crains que cette conversation me mette en danger ainsi que ma famille. Mais j'ai quand même décidé de t'écrire. D'abord pour te raconter ce que je vis depuis 5 mois maintenant, et surtout pour honorer mon ami Youssif Dawas, tué le 14 octobre par une bombe israélienne. Il n'avait que 20 ans et rêvait de devenir thérapeute. C'était mon camarade d'université. Nous nous retrouvions régulièrement devant l'hôpital Al-Shifa pour aller ensemble en cours. Je suis née à Gaza City il y a 20 ans. Je n'ai jamais quitté l'enclave qui est une vraie prison à ciel ouvert, tu sais. À l'université, j'étudie le droit. Pendant mon temps libre, j'écris. Les gens disent de moi que je suis un vrai rat de bibliothèque. Avant la guerre, je travaillais du matin jusqu'au soir. Puis une fois rentrée chez moi, j'adorais dévorer un énième livre tout en buvant du thé vert, ma boisson préférée. Je pourrais te parler des heures de mon université. Elle est si belle. On y entend le chant des oiseaux, le bruissement des arbres. On y respire l'air frais et on y trouve des espaces agréables où se reposer. Maintenant, il faudrait que j'écrive ces mots au passé, car il n'en reste qu'un tas de ruines. Quant à mon diplôme, que j'étais censée obtenir l'an prochain, je ne sais pas quand je pourrai le décrocher. Désormais, je suis réfugiée à Der al-Bala après avoir fui le nord de Gaza, en passant par Khan Younes, où je suis restée 40 jours sans mes parents et mes petites sœurs qui étaient restées dans le nord pour garder notre maison. Ils ont fini par partir, eux aussi, et on s'est retrouvés en décembre. Nous avons le choix d'avoir un abri, un toit, des murs. Même s'il me paraît toujours étrange d'appeler ça un abri, étant donné que nous ne sommes protégés ni des bombes, ni d'une famine ou d'une épidémie. Ce n'est pas courant de parler avec une Israélienne comme toi, Michel. Personne n'est ami avec des Israéliens ici. D'ailleurs, je ne connais pas grand-chose de votre culture, de vos traditions. À Gaza, on est élevé pour vous haïr. Vous n'êtes rien. Attendez. D'autres que des voleurs de maisons, des auteurs de massacres innombrables dont le seul but est de nous expulser de force ou nous exterminer. Mais dans ma famille, on pense qu'il est impossible de tout résoudre par la force. Je partage ce point de vue. Je crois qu'apprendre à connaître les personnes qui revendiquent leur droit à cette terre peut servir notre cause. Et toi, qu'en penses-tu? Pourquoi as-tu accepté d'entamer cette conversation avec moi? Malgré notre adversité, je reste ouverte d'esprit et curieuse d'écouter et de comprendre ton opinion. Peut-être que nous ne pensons pas si différemment, finalement, et que nous avons même des choses en commun. Où habites-tu? Étudies-tu? Connais-tu des Palestiniens? Écrire cette lettre me demande un effort colossal. Ces derniers jours, j'ai été incapable de m'exprimer correctement. J'aimerais partager ce que je vis. Ça pourrait me soulager, me faire sortir un peu du chagrin. Je n'ai plus de projet, plus de vie depuis le 7 octobre. Je commence même à me désintéresser de mes activités favorites comme la broderie palestinienne. Mes amis sont morts ou ont fui. Tous sont partis sans dire au revoir. Beaucoup de Palestiniens meurent d'une malnutrition, des femmes, des nourrissons. Imagines-tu que des enfants font la queue pour remplir une gamelle de soupe? Nous avons du mal à trouver des légumes, tout est cher ou inexistant. Je déteste voir les rues inondées d'ordures et d'eau sale, les écoles et universités bombardées ou fermées. Je suis fatiguée de sentir la fumée de notre four en argile qui s'incruste dans tous nos vêtements, et de devoir me déplacer en âne ou en charrette. La ville où j'ai grandi a été ravagée. Mes souvenirs ont disparu, ma bibliothèque aussi. J'ai vu une photo de ma rue à Gaza City, elle est méconnaissable. C'est devenu une ville fantôme. Michel, que fais-tu pendant que mon peuple meurt sous les bombes? Est-ce que ça te fait de la peine? Notre situation est indescriptible. Nous avons perdu toute forme de vie sensée. Nous installons des tentes sur les ruines de maisons détruites. Très peu de centres de santé peuvent aider les femmes enceintes. Le taux de fausses couches a augmenté, tout comme les accouchements précoces en raison des bombardements violents. Je déteste voir comment la vie est en train de quitter nos corps. Soutiens-tu cette agression? Pourquoi rien ne marche dès qu'il s'agit du sort de la Palestine? Quelle offense avons-nous commise, nous, Gazaouis, pour vivre de telles horreurs? Michel, je me demande si tu as déjà questionné la légitimité de ton État, ses lois ou ses actions. Personne ne se soucie de la discrimination que nous subissons depuis 100 ans. Et le monde est aveugle face à l'apartheid que nous vivons. Comment l'État d'Israël peut se qualifier d'État démocratique? Crois-tu que nous pourrons un jour vivre en paix? Je suis sûre que tu es comme tous les êtres humains dotés de sentiments. Tu ressens l'amour, la haine, la colère, la compassion. S'il te plaît, prends pitié de nous. Dis à ton peuple de cesser de nous priver de notre humanité et notre destin. C'est nous qui devons le choisir. Respectueusement, Tala. Déjà des lettres puissantes, parce qu'on sait qu'elles sont vraies. Zoran, Israël, 25 mars 2024. Michel répond. Cher Tala, je te remercie pour ta lettre,
Bien que je n'habite qu'à quelques kilomètres de Gaza, je n'ai jamais parlé à quelqu'un de là-bas. Premièrement, je souhaiterais te dire que je suis désolée de ce que tu vis et t'exprimer mes plus sincères condoléances pour la perte de ton ami Youssif Dawas. Que sa mémoire soit honorée. Permets-moi tout d'abord de me présenter. J'ai 24 ans. Comme toi, je suis étudiante en droit. Je m'intéresse au droit pénal, au droit international. J'aime également faire du bénévolat. Avant la guerre, j'aidais les habitants de ma ville qui avaient besoin d'une assistance pour trouver un logement ou obtenir une aide financière de la part de l'État. Désormais, ma ville, Sderot, comme toute la région limitrophe de Gaza, s'est vidée de ses habitants. J'ai quitté ma maison depuis l'attaque du 7 octobre. Depuis, je suis hébergée par la famille de mon petit ami à Zoran, dans le centre d'Israël. C'est plus calme ici, contrairement à ce qui se passe dans le nord ou le sud du pays. Ma maison me manque beaucoup. Je crains que les missiles lancés quotidiennement de Gaza sur le sud d'Israël détruisent tout ce que j'ai. Mon université est fermée, mais nous pouvons suivre nos cours à distance en visio. Je suis née et j'ai grandi à Jérusalem. J'ai été scolarisée à l'école Hand in Hand, main dans la main, où la moitié des élèves sont les Israéliens juifs et l'autre moitié des Palestiniens citoyens d'Israël ou résidents de Jérusalem-Est. Oui, je connais donc des Palestiniens. J'ai fréquenté cet établissement jusqu'à la fin des études secondaires. C'est le seul lycée mixte en Israël où enfants juifs et palestiniens étudient ensemble. Mon éducation était donc très différente des autres enfants de Jérusalem. Je parlais quotidiennement des Palestiniens, des Arabes, les mêmes que la société nous apprend à haïr. Je me souviens que les enfants de mon quartier ne voulaient pas me fréquenter, m'affirmaient que j'étais devenue amie avec des Arabes qui, une fois adultes, viendraient me tuer. Lorsque j'avais 14 ans, les suprémacistes israéliens ont même mis le feu à mon école. Ces années ont fait évoluer ma vision de la société israélienne. Le 7 octobre au matin, j'ai appris qu'il y avait eu une attaque sur le sol israélien. Avec mon petit ami, nous nous sommes précipités dans notre abri antimissile. Nous y sommes restés enfermés pendant près de 2 jours sans électricité ni réseau téléphonique. Nous entendions des coups de feu et des roquettes à l'extérieur, sans pouvoir ni voir ni comprendre ce qui se passait. Le père et la sœur de mon petit ami sont finalement venus nous chercher et nous ont mis en sécurité dans le centre d'Israël. Quand je suis sortie de chez moi, j'ai vu des corps sur le sol, j'étais horrifiée. As-tu entendu parler de ce qui s'est passé en Israël ce jour-là? Qu'as-tu ressenti? Les Israéliens ont terriblement souffert. Nous ne s'en sommes toujours pas remis. Des familles ont été brutalement tuées, kidnappées. Il y a encore des otages israéliens à Gaza dont on ignore l'état de santé. Je connais personnellement l'un d'entre eux, et je prie tous les jours pour qu'ils reviennent sains et saufs. Dans mon quartier, les premières victimes des massacres du 7 octobre sont un groupe de personnes âgées d'une maison de retraite. Près de chez moi, au kibbutz de Be'eri, Viviane Silver, qui était pourtant une militante pacifiste de longue date, a été tuée. Peux-tu me dire ce que les habitants de Gaza pensent de ces victimes innocentes, prises dans une guerre qu'elles n'ont jamais voulu? Je ne comprends pas que des personnes utilisent les actions et les décisions du gouvernement israélien pour justifier la violence à l'égard de civils. Ce mode d'action ne peut être une réponse à l'occupation. Si je comprends la nécessité de la résistance palestinienne, j'estime qu'elle ne doit pas viser des innocents. Il est aussi vrai que de nombreuses personnes en Israël sont depuis le 7 octobre incapables de voir au-delà de leur propre douleur et de comprendre ce qui se passe à Gaza. Il leur est difficile d'éprouver de la compassion pour les habitants de Gaza, surtout après avoir vu des vidéos dans lesquelles des Palestiniens célébraient l'attaque du 7 octobre. Moi, je ne crois pas que nous soyons ennemis. Je m'opposerai toujours à la violence et à la cruauté, quels que en soient les auteurs. Les innombrables atrocités commises par Israël contre les Palestiniens au fil des années, de même que la violence subie par les Israéliens, sont également condamnables. La violence ne fait qu'engendrer plus de violence. La guerre menée actuellement par l'armée israélienne nous le prouve. Serais-tu d'accord pour dire qu'il existe de meilleurs moyens pour obtenir justice? Y a-t-il encore des personnes à Gaza qui croient en une solution pacifique? Etc. etc. Désolée, il y a des travaux, ça fait du bruit. Donc, comme vous pouvez l'entendre, si vous avez écouté, ce sont des échanges de lettres bouleversants, car l'une et l'autre ont des choses sur le cœur à dire. L'une et l'autre ont vécu des choses terribles, l'une et l'autre vivent des choses difficiles, ne se connaissent pas, mais vont se confier. Un très bel essai à lire quand on est adulte. Et voilà. Alors, beaucoup plus détendant, et après nous ferons une petite pause goodies. Roman policier de Philippe Hum, édition Équateur. Oui, Agathe, c'est le même auteur que Roman Fleuve. C'est une tragédie, évidemment. La lettre U a disparu des enseignes. L'enquête loufoque commence. Je vous lis un petit passage. Oui, aucun rapport entre le livre d'avant et celui-là, je suis d'accord. Alors,
La ville vit une véritable psychose et pour cause. Depuis plusieurs années, le U des enseignes disparaissent mystérieusement. Non, pas toute l'enseigne, seulement la lettre U, toujours la lettre U, rien que la lettre U. Les restaurants deviennent des restaurants, les boulangeries des boulangeries et les boucheries des boucheries. On voit fleurir des fleuristes, des boutiques de souvenirs et des pompes funèbres. Les commerçants ont d'abord cru à un hasard, une suite de fâcheuses coïncidences. Mais le hasard et les coïncidences n'ont pas cette constance. On a aussi accusé le vent, bonne pomme, en particulier le foine, ce vent violent venu d'Espagne qui régulièrement descend sur la plaine du Béarn et rafale à l'aveugle. Le vent espagnol, on le tenait enfin le coupable, et ce n'est pas pour médire des étrangers, mais ça arrangerait bien tout le monde qu'il ne soit pas du pays. Au 7e U, disparu, il a fallu se rendre à l'évidence. Le vent n'y était pour rien, pas plus que le hasard et les amateurs de paella. Il s'agissait bel et bien d'actes intentionnels et délictueux. Un voleur de voyelles sévissait dans la ville qu'il faudrait mettre au plus vite hors d'état de nuire. Après le 8e U volé, ça se mit sérieusement à bavarder dans la ville. Pau n'est pas si grande et les distractions sont rares. Fatalement, les rumeurs les plus folles commencèrent de circuler. Chacun y allait de sa théorie. C'est un fou, disaient les uns. C'est un artiste, présentaient les autres. C'est un alcoolique ou un tarbet, pensait la majorité. On s'épiait derrière les volets, par-dessus la haie, suspectant le voisin, le neveu, la grand-mère, s'accusant à mots couverts, de familles entières se brouillèrent. Ensuite, plus rien. Pendant près d'un an, aucun U ne disparut plus. On pensa que le voleur avait renoncé, qu'il s'était rangé des lettres ou avait quitté la ville. Mais évidemment, vous vous doutez, cela ne s'arrête pas là. Si vous avez besoin d'un roman complètement loufoque, complètement n'importe quoi, lisez Roman policier de Philippe Hume. Merci, Mamie Coco. Oui, je te cite. Merci, Mamie Coco, de me l'avoir prêté. J'ai vu qu'il avait écrit aussi Roman de gare. Ça me tente, ça doit être aussi bien. C'est le genre de roman, vous comprenez pas grand-chose, c'est n'importe quoi, mais ça fait du bien aux neurones. Un livre à lire, à partir de 15 ans et plus, si affinité. Petite pause goodies. Déjà, merci Hortense pour cette magnifique boîte de chocolat. Avec, en plus, nous pourrons faire l'activité avec Mademoiselle Aurore. Le sapin, celui-là, puis, oui c'est technique, celui-là, enfin le tout petit, celui-là. Et on pourra dessiner dedans. Et donc, connaissez-vous cette citation de Forrest Gump? La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et bien là, on sait, contrairement à Forrest Gump, parce que nous avons la liste des chocolats à l'intérieur. D'ailleurs, je vais en prendre un. Et comme je suis dingue, je ne regarde pas la liste. Je prends un petit cadeau. Qui est, est-ce que nous le savons? Parce qu'il y en a quand même plein. Ça doit être un ballotin au lait noir. Voilà, ballotin noir. Praliné, éclat de noisettes grillées caramélisées. Petite pause. À propos de chocolat, les guimauves oursons sont un picard. J'en ai pris pour une future réunion. Mais oui, Corinne, tu en auras. Élodie, si tu es sage. Floriane, si tu viens nous voir. C'est tellement bon, les guimauves oursons. Je remercie les éditions Nathan qui m'ont envoyé une épreuve non corrigée que je vais pouvoir lire, qui sort en vrai le 18 juin. Soleil fantôme de Gaël Aymon. En famille, sur une petite île de l'Atlantique, Hélios, ça veut dire soleil en grec, ne réalise pas à quel point l'été de ses 16 ans sera mortel. Malgré l'hostilité qu'il lui inspire, Hélios se mêle à d'autres ados en vacances attirés par la séduisante Manon et le mystérieux Lucas. Comment Solal, son petit frère de 5 ans, Solal, belle du Seigneur? Mais est-ce qu'il y a des prénoms comme ça qui vous font tilter par rapport à des romans? Moi, oui. Connaît-il aussi bien la maison au volet rouge où résident ses nouveaux amis? Et s'il disait vrai, s'il était déjà venu sur cette île? Car Solal ne cesse de le répéter. C'est là qu'il est mort. Donc je vous ferai une critique, évidemment.
J'ai acheté les nouveautés stickers de Marianne So. Donc je vous ai présenté les stickers de février. Elle fait une nouvelle collection cocooning. Ça peut servir en plus de marque-page. Cocooning. Est-ce que vous faites ça, là, comme là? Lire dans votre bain. J'ai toujours été fascinée par les gens qui faisaient ça. Oui, j'ai une voix de crocodile. Qui lisent dans leur bain. Moi, j'aurais peur de faire tomber mon livre, de mouiller mon livre pour tourner les pages. Les masques de concombre. Vous aimez le cocooning? Êtes-vous adepte? À propos de cocooning de votre peau. Coucou Daphné, moi qui suis une vieille peau plus âgée que toi. J'utilise du lait sublimant, huile d'abricot, lys blanc et nacre, couleur orange pour que ma peau soit sublime. Petit Marseillais, mon ami, flacon pompe. Qu'est-ce que j'ai d'autre en goodies? Ah oui, si. Je vous ai déjà présenté ce coloriage Cozy Coloring. Hier, j'en ai fait un. Non, j'en ai fait deux même. Je cherche. Notamment celui-là, charge mentale des mamans. Coucou. Est-ce que vous saviez que le magasin nordique, que j'aime beaucoup, Søstrene, c'est-à-dire les sœurs graines, faisait des feutres. Des feutres double pointe. Vous savez, une pointe. Attendez, je tremble évidemment. Pointe toute fine. Je mets sur ma tête, vous verrez mieux. Et sur ma tête, pointe plus épaisse. Donc Søstrene, qui fait de la déco maison, qui fait des carnets, qui fait donc papeterie, petite vaisselle, machin, fait aussi des feutres. C'était la pub Søstrene. Eh bien, reprenons un truc un peu plus flippant. H de Bernard Minier. Aux éditions Xo. H comme hiver, H comme hécatombe, H comme Julian Hirtman. Oui, parce que celui-ci, c'est le tome 12, un truc comme ça, de la série des enquêtes du commandant Serval. Dans le tome 1, Glacé, oui, il faut les lire dans l'ordre, n'est-ce pas? Notre commandant Servaz va affronter un ancien procureur, un mec intelligent et diablement sadique, Julian Hirtman H. Dans ce tome 12, il apprend que Julian Hirtman s'est échappé de sa prison, son truc, son machin, où il était maintenu. Va-t-il rencontrer son ennemi de toujours? Ce tome-là clôt la série des enquêtes du commandant Martin Servaz. Ensuite, il y a les enquêtes de Lucia Guerrera. Je trouve ça malin de la part des auteurs de polar, comme Michael Connelly qui a fait ça aussi. On a Hieronymus Bosch, Harry Bosch, un certain temps, puis il est un peu vieux, et donc c'est René Ballard, une femme qui est l'héroïne, ensuite une enquêtrice. Et là c'est pareil, on a Martin Servaz, et puis au bout de 12 tomes, il est un peu fatigué Martin, donc ça va plutôt être Lucia Guerrera qui va enquêter. Ça évite que le personnage, genre à 72 ans, il fasse encore des trucs de malade en tant qu'enquêteur. Bref, c'est mieux, ça relance l'intérêt. Alors, j'aime beaucoup le duel entre les deux personnages, c'est-à-dire que Martin Servaz est un commandant, il a un petit garçon, une histoire sentimentale compliquée, il adore la musique, Gustave Mahler, et il vient du Sud, comme Bernard Minier, bien sûr. Je viens du Sud, et par tous les chemins. Oui, je sais plus qui chante ça, mais c'est pas grave. Julian Hirtman, il est suisse, je crois. Je crois qu'il est procureur, je sais plus. Diablement intelligent, diabolique. Hein. Et il aime Gustave Mahler aussi, le compositeur. Bref, j'aime beaucoup quand il y a des duels comme ça, entre le bien Martin Servaz, le mal Julian Hirtman, deux ennemis qui se connaissent très bien depuis plusieurs années, qui n'ont pas du tout les mêmes buts, mais qui connaissent les faiblesses et les forces de l'autre. L'un de l'autre, c'est beaucoup plus enrichissant. Parce que quand vous tuez l'ennemi sadique au tome 1, bah c'est dommage, alors que là, on a toujours la menace de Julian qui traîne dans tous les tomes. J'ai été un peu déçue de ce tome final des enquêtes de Martin Servaz, parce que justement, j'attendais cette rencontre au sommet entre Martin et Julian. J'ai pas trop eu ça. En plus, la fin, j'imaginais autre chose. J'étais un peu déçue de Martin. Et en plus... Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnages trop bizarres qui gravitent autour de Martin. Un écrivain étrange, Saxe s'appelle, des jumelles un peu sadiques, etc., etc., qui ont décidé de se faire justicier et de faire des enquêtes. Et en fait, tout le monde veut retrouver Julian Hirtman. Martin, les jumelles, l'écrivain, Damien Dix, le présentateur de télé, un peu Weinstein, un peu obsédé
Voilà, voilà. Tout le monde veut retrouver l'ennemi légendaire. Qui va y arriver? Qui va le faire? Blablabla, blablabla. Bref, un bon polar, tout de même, de 500 pages, de toujours notre ami Bernard. Mais c'est pas le tome que j'ai préféré. Je compte lire. Alors, évidemment, en plus, je les ai tous lus dans l'ordre, sauf celui d'avant, qui s'appelle Un œil dans la nuit. Parce que rien que le 4e de couverture, dans Un œil dans la nuit, me faisait flipper. Et là, dans ce tome-là, comme ça se suit, et que l'histoire de Servaz, on apprend des trucs à chaque fois, j'ai appris un scoop, un truc qu'on apprend dans le tome d'avant. J'étais dégoûtée de ne pas avoir lu le tome d'avant. Bref, ne faites pas comme moi, lisez tous les tomes, même s'ils sont flippants. Un bon polar, si vous aimez les polars. Et c'est un peu long comme vidéo, alors je finis. Que lis-je en ce moment? Le livre des vies, Mémoire écarlate. La servante écarlate, vous connaissez? En livre de Margaret Atwood, elle, qui a plus de 80 ans, qui est une autrice canadienne. Et là, c'est ses Mémoires écarlates. Et Margaret nous raconte sa vie. Avec force humour, force détail, force anecdote et force photo. Et ça, c'est sympa de la part de Margaret. Cette dame pétillante, au regard bleu vif, à la tête un peu d'une chouette, nous emmène de sa naissance une succession de vies. Les vies de Margaret Atwood, parce qu'on n'a pas la même vie quand on a un enfant, un ado, une adulte, une autrice, blablabla. Un bon petit pavé de 578 pages que j'avais demandé à Noël. Donc je suis en cours de lecture. Si ça vous intéresse de le lire et que je vous connais, je pourrais vous prêter le livre de Margaret. Chut. Non, c'était pour faire en écho avec Margaret. On ne sait jamais. Est-ce qu'on peut devenir célèbre en faisant comme ça? Peut-être. Eh bien, écoutez, mes petits poulets, c'était un dégazouillis assez long. J'espère que vous n'êtes pas déshydratés, affamés derrière votre écran. Et pour finir, on chante en anglais. Happy birthday, Agathe. Happy birthday, Agathe. Happy birthday, Agathe. Happy birthday to you.